à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cet atelier dédié au programme Territoire d'innovation. Alors pour rappel, Territoire d'innovation est un programme d'État lancé dans le cadre du Grand Plan d'investissement. Depuis septembre 2019, 24 territoires sont désormais lauréats. L'objectif vraiment de ce programme, c'est de soutenir des projets d'innovation associant décideurs et citoyens autour d'une stratégie ambitieuse de transformation du territoire sur 10 ans. Le programme vise également à expérimenter de nouveaux modèles de développement qui peuvent inspirer d'autres territoires en France. Pour soutenir leurs projets, les lauréats se voient allouer de la part de l'État et de son opérateur, la Banque des Territoires, une enveloppe de 450 millions d'euros en subventions et en investissement en fonds propres. Alors, je vous propose ce matin de nous pencher sur un des projets lauréats. Il s'agit du projet Des hommes et des arbres, les racines de demain, un projet né dans la région Grand Est. Alors, des hommes et des arbres, ou comment développer et mettre en valeur la place des arbres dans le bien-être des populations, la préservation de l'environnement, la résilience et la prospérité du territoire. Nous verrons ensemble, en regardant ce projet, comment mettre en dynamique les acteurs nombreux que nous découvrirons et garder l'énergie pendant les 10 années de transformation, comment organiser une gouvernance territoriale, comment enfin créer un effet de levier à partir des financements publics. Voici quelques-unes des questions que nous allons partager avec nos invités. Nous avons ce matin l'honneur et le plaisir d'accueillir en duplex Monsieur le Président Klein, président de la métropole du Grand Nancy et maire de Nancy. Bonjour Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci. Nous accueillons également Monsieur le Président Heinrich, président de la communauté d'agglomération d'Épinal. Soyez le bienvenu, Monsieur. Bonjour. Et enfin, Monsieur Jean Guénolé-Cornet, il est fondateur et président de Neosilva, une société que nous découvrirons tout à l'heure. Alors, quant à vous qui nous regardez, vous aurez également la parole. Comment ? Rien de plus simple. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de cet échange. Grâce au module qui se trouve à droite de l'écran, vous avez une bulle conversation. Vous pourrez glisser vos questions et d'ici une petite vingtaine de minutes, nous prendrons soin d'y répondre. Enfin, sur le plateau avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Frédéric de Bailleul. Il est facilitateur graphique et il va, de sa main experte, cristalliser dans un dessin, je dirais, l'essentiel de notre message. Voilà Frédéric qui commence déjà à s'exprimer. Nous découvrirons son dessin en fin d'atelier. Alors, pour ouvrir cet échange et mieux comprendre ce projet, je m'adresse à vous, Monsieur le Président Klein. J'aimerais que vous nous expliquiez quels sont les grands enjeux et les ambitions premières de ce projet des hommes et des arbres. Merci d'abord de votre invitation. Merci à la Banque des Territoires. D'abord, un élément national, c'est une dynamique territoire d'innovation qui est particulièrement enthousiasmante puisqu'elle fédère 24 lauréats qui sont autant de laboratoires d'expérimentation en territoire. Et vous savez à quel point c'est important pour nous, avec l'appui des territoires, l'appui de la Banque des Territoires, de pouvoir être des lieux d'expérimentation. Ensuite, le projet des hommes et des arbres est évidemment aujourd'hui majeur et je crois qu'il s'inscrit pleinement dans cette dynamique que cet appel à innovation cherche à susciter. Il y a 3 éléments peut-être qui peuvent être soulignés. D'abord, un élément de changement de contexte climatique, puisque nous sommes, et ça je ne vais l'apprendre à personne ici, nous sommes devant un bouleversement structurel et structurant de nos modes de vie, de nos écosystèmes, un bouleversement de notre regard sur la façon dont nous approprions les énergies fossiles et les ressources naturelles d'une manière générale et qui nous oblige finalement à changer un peu de paradigme dans un temps qui n'est plus celui uniquement de l'incantation politique, mais un temps du faire. Ensuite, il y a l'accélération de ces modèles de production, de cette transition vers de nouveaux modes de production et de consommation. C'est souvent d'ailleurs l'autre face de la même pièce. L'aspiration et le contexte sanitaire, le premier comme le deuxième confinement et d'une manière générale, au-delà de la crise sanitaire, cette aspiration à consommer responsable, local, de proximité,
maîtriser l'ensemble de la chaîne finalement de ce qui va nous produire des produits manufacturés ou bien sûr une alimentation plus saine. Cette maximisation des ressources du territoire aussi, utiliser les ressources qui sont les nôtres sans nécessairement qu'elles soient en transit à des milliers de kilomètres avant de revenir vers nous, c'est un véritable défi, un véritable enjeu, parce que c'est aussi celui d'une économie de proximité, d'emplois locaux. Et tout cet écosystème-là est aujourd'hui, je crois, dans l'attention des habitants. Il pouvait être encore récemment considéré comme un peu la cerise sur le gâteau. On voit qu'on passe maintenant au cœur plutôt de la problématique. Et puis enfin, sur notre territoire, du Grand Nancy, du sud de Lorraine, d'Épinal à Nancy, la place de l'arbre, des arbres, c'est un patrimoine partagé, reconnu, qui devient lui aussi l'objet d'une attention différente. Ça n'est plus simplement un enjeu économique pour les professionnels du bois ou un enjeu de déambulation ou de loisirs pour les habitants. C'est un enjeu aujourd'hui de partage. Partager un territoire autour de la forêt, c'est repenser la gouvernance du territoire et donc de la forêt et la nécessité finalement de prendre en compte l'ensemble des implications de celui-ci. Donc, transition écologique, économie de proximité, nouveaux modes de consommation, et puis et l'arbre ou les arbres reconnus comme étant des éléments du patrimoine. Voilà, trois vraiment leviers fondamentaux. Et quelles sont les ambitions du projet? On comprend bien ce qu'il y a, la genèse, comment on pense, comment l'arbre prend une place plus importante et les enjeux que vous venez de mentionner. Si on devait définir les grandes ambitions, on parle d'un projet de transformation du territoire. Quelles sont les grandes ambitions portées aujourd'hui par ce projet? D'abord, c'est le renouvellement des espaces arborés et l'adaptation au changement climatique, avec ce potentiel de séquestration du carbone dans les forêts du territoire du projet. C'est un enjeu majeur en regard de ce que je vous ai dit précédemment. C'est les filières locales qui valorisent aussi l'ensemble des biens et des services issus des arbres, de la forêt, du bois. L'emploi rural, évidemment aussi, dans le sud de Lorraine, cela a tout son sens, des savoir-faire, cette relocalisation de la valeur ajoutée qui aujourd'hui souvent est exportée avec les ressources locales à travers le monde. C'est ce que nous devons aujourd'hui reconquérir. Nous visons d'ailleurs un chiffre d'affaires cumulé en 2025 de 128 millions d'euros et la création de 440 emplois directs. Je tiens à le souligner. Ce sont les impacts attendus des 10 actions en investissement des hommes et des arbres. Et puis la troisième ambition forte, c'est l'amélioration du bien-être, évidemment, des habitants, des populations, par le recours au bois, le recours au végétal, l'engagement des habitants dans des logiques aujourd'hui de co-développement, des innovations. Notre objectif, c'est une communauté d'au moins 2000 ambassadeurs et acteurs du projet et 10% de bois dans les projets de construction et de rénovation à court terme. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question à l'attention de Monsieur le Président Ehrich. Quand on l'entend, l'ambition de ce projet est systémique. Qui sont aujourd'hui les acteurs derrière ce projet et quelle est l'organisation choisie pour mettre en mouvement l'ensemble de ces acteurs? Parce que je suppose qu'ils sont nombreux compte tenu des ambitions. Détailler quelque peu sans être complètement exhaustif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce collectif s'est étoffé petit à petit, progressivement, mais finalement de façon quand même assez rapide, et ceci jusqu'au dépôt de la candidature, jusqu'à l'appel à candidature en avril 2019. Alors ce sont plus de 40 porteurs de projets et 60 partenaires qui ont apporté leur soutien. C'est une alliance territoriale aussi qui est énorme, qui représente beaucoup de collectivités. Cela couvre près de 1000 communes pour 1 million d'habitants sur 4 départements qui sont concernés. Et puis, c'est un réseau de partenaires. Alors, tout d'abord, les partenaires académiques qui ont joué un grand rôle, notamment AgroParisTech ou l'École nationale supérieure des technologies et des industries du bois. Mais c'est aussi les acteurs du transfert de technologies. Donc là aussi, on n'est pas loin des acteurs académiques, tout près, les entreprises, les associations, les consulaires, et puis tous ces relais territoriaux.
Alors aujourd'hui, c'est une association qui est constituée pour assurer la gouvernance collective dans la durée et sa pérennité et son déploiement. C'est d'ailleurs Mathieu Klein, que je salue et qui vient de s'exprimer, qui préside aux destinées de cette association lourde responsabilité. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est comment mettre en mouvement l'ensemble des acteurs, comment on crée cette dynamique, surtout en période de crise, comment on maintient l'élan, et puis en plus, on l'entend, il y a un engagement sur 10 ans, c'est un projet au long cours, donc un projet extrêmement large, avec des ambitions systémiques, on l'a vu, et en plus avec de très nombreux acteurs. Donc comment, j'ai envie de dire presque au quotidien, on met en énergie l'ensemble de ces acteurs dans le respect, on le rappelle, d'objectifs précis et d'un calendrier précis qui a été couché dans votre candidature. Quelque part, il y a un engagement. Comment on tient cet engagement? Et je mentionnerai aussi en période de crise. Oui, alors écoutez, alors c'est vrai que la crise complexifie les choses, c'est incontestable, mais finalement on arrive à surmonter, comme on le fait ici en audio, on arrive à rapprocher les gens quand même. Alors si vous voulez, c'est tout un écosystème d'acteurs qui s'est progressivement agrandi. Et une dynamique collaborative est entretenue tout au long de la phase de maturation du projet. Ça, c'était au départ par une équipe projet dédiée et l'organisation d'événements mobilisateurs menés à des rythmes réguliers, assembler des partenaires du projet de façon semestrielle, ateliers de territoire, tournées de rendez-vous, entreprises sur chaque territoire. Il fallait bien sûr une équipe dédiée pour aller chercher tous ces partenaires. Et puis, c'est une large alliance des territoires, une centaine d'acteurs, 12 collectivités et établissements publics de coopération intercommunale qui s'est consolidée petit à petit, autour de la métropole du Grand Nancy et de la communauté d'agglomération d'Épinal. Alors, le projet de gouvernance que l'on entend pérenniser doit maintenir la dynamique, comme vous l'avez dit très justement, sur une période longue, c'est-à-dire au moins 10 ans. Et un engagement tangible donc s'est traduit lors de notre candidature à Territoire d'innovation en 2019, en avril, par 24 lettres d'engagement, des actions de subvention et 10 lettres de partenariat, 6 lettres d'intention de co-investisseurs et 68 lettres de soutien. Il a fallu aussi créer une structure ad hoc, je viens de l'évoquer, donc le statut associatif, qui est elle-même animée par quatre TP et différentes instances de gouvernance et d'animation se mettent en place à l'échelle stratégique, assemblée générale, comité exécutif et opérationnel pour suivre, enfin c'est un hub thématique, fabrique des hommes et des arbres, des groupes opérationnels propres à chaque action, pour chaque action un groupe opérationnel et puis aussi un club d'entreprise. Alors, j'entends bien et je rebondis sur le terme d'action pour qu'on comprenne bien la portée du projet. Quels sont, assez schématiquement, puisque malheureusement nous avons très peu de temps ensemble, mais c'est aussi pour donner envie d'aller découvrir le projet, quels sont les grands axes d'intervention? On comprend bien que vous êtes structuré, que le plan d'action est là. Quels sont les grands axes? Alors, les axes d'intervention, ils sont nombreux. Enfin, il y a des axes qui se dégagent très, très clairement. Ce sont ceux. Ce n'est pas qu'un projet industriel, mais c'est un projet industriel. Il y a les actions sur tout ce qui touche à la forêt, la sylviculture, etc. Il y a au bien-être, des actions qui touchent au bien-être, à la santé. Et puis, il y a des actions qui sont plus d'enjeux économiques directs, c'est-à-dire du soutien aux entreprises, mais c'est aussi toute une réflexion qui est menée sur la place de l'arbre dans la ville ou la place de la ville dans la forêt, par exemple. Merci pour ces éléments. Alors, je jette un œil à notre illustrateur graphique. Je crois qu'il a une première ébauche de dessin à nous soumettre. Si on peut la regarder, évidemment, l'arbre au cœur, réunir les hommes et les arbres. Donc, on voit les communautés, les hommes
le bien-être qui apparaît, le bois. Donc on l'entend, hein, c'est pas un projet de filière bois classique, industriel. On est bien là dans une approche beaucoup plus large qui inclut notamment le bien-être, aussi la place du citoyen par rapport aux arbres, savoir vivre avec les arbres, mieux les respecter. Et ça m'amène naturellement à l'intervention à venir de Jean Guénolé-Cornet. Nous allons nous pencher sur votre société, monsieur, que vous avez créée, que vous dirigez. Il s'agit de Néo-Silva. Et j'ai envie de dire en préambule que pour développer la filière bois sous ses multiples aspects, comme vous l'avez expliqué, il faut déjà que l'amont de la filière bois se porte bien, qu'on ait des forêts en bonne santé, bien entretenues, et je crois que c'est là que vous intervenez. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi consiste votre activité, monsieur Jean Guénolé-Cornet. Je vous remercie et je remercie la Banque des Territoires de cette occasion de présenter l'activité de Néo-Silva au sein de ce programme remarquable des hommes et des arbres. Néo-Silva contribue à répondre à un enjeu de la forêt française, notamment dans le Grand Est, mais pas uniquement, et plus largement au niveau de la forêt européenne. On pourrait avoir le même constat sur toute l'Europe centrale. Et cet enjeu, on l'a dit, vous avez l'enjeu du réchauffement climatique qui entraîne une obligation pour la forêt de s'adapter à un rythme qui n'est pas corrélé avec le rythme de vie des arbres. Et donc des sécheresses à répétition et des mortalités beaucoup plus fréquentes d'un certain nombre d'espèces et qu'on voit d'ailleurs assez facilement aujourd'hui le long des routes en forêt. L'enjeu du changement climatique se double également d'une mutation profonde et relativement récente à l'échelle des forêts de la société française, avec une société qui était globalement rurale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire hier, dans le rythme de vie des arbres, et qui aujourd'hui est totalement urbaine, beaucoup plus urbaine, et donc avec des forêts qui, bien qu'elles suscitent un regain d'intérêt, ne sont plus du tout dans le quotidien de la vie des Français. Vous voulez dire qu'elles sont en déshérence, qu'on s'en occupe pas suffisamment ? Alors, on s'en occupe et beaucoup de forêts sont très bien gérées, à commencer par les très belles forêts domaniales que l'on a et beaucoup de forêts, mais vous avez dans la petite propriété une difficulté de morcellement et lorsque le propriétaire les propriétaires forestiers en France ne vivent pas de leur forêt, ils y sont attachés mais ils n'en vivent pas, ils ne tirent pas de revenus substantiels de leur forêt le plus souvent et donc dès lors qu'ils ont une activité différente, un lieu de vie différent, eh bien vous avez globalement sur la petite propriété une vraie complexité et difficulté d'entretien et qui est encore ajoutée par le désengagement global jusque récemment, avec le plan de relance de l'État depuis une petite trentaine d'années, qui était très engagé depuis la Deuxième Guerre mondiale pendant 40 ou 50 ans sur un programme massif d'aide au reboisement en forêt et qui a disparu après 50 ans, il y a donc une vingtaine d'années. 20 ans, c'est assez court à l'échelle des forêts, mais on voit bien les conséquences de cette réduction substantielle de l'investissement dans les travaux forestiers. Alors, comment remédier à cela, justement ? Est-ce que c'est à ce moment-là précisément que vous intervenez auprès notamment de ces propriétaires ? J'aimerais comprendre, pendant les quelques minutes que nous partageons ensemble, vraiment comment Néo-Silva peut permettre justement de remédier à ce souci de gestion des forêts, notamment par les particuliers. Voilà, donc Néo-Silva est un modèle qui était inspiré de l'ancien Fonds forestier national mis en place par l'État et qui avait été globalement un succès, et d'autres modèles internationaux, et qui vise à accompagner sur le long terme, financièrement et techniquement, les propriétaires, les familles de propriétaires, pour leur permettre d'investir et de remettre dans une dynamique de gestion durable leurs parcelles de forêt en état de dépérissement ou qui ont fait l'objet de coupes qui n'ont pas été reboisées ou éventuellement de friches agricoles qui n'ont pas été mises en valeur. Et la manière dont intervient Néo-Silva, c'est de mettre en place un contrat avec la famille du propriétaire, dans lequel le propriétaire reste propriétaire de sa parcelle, auquel il était en général tout à fait attaché, et sur lequel il y a toute une histoire familiale et un lien affectif fort avec la forêt, mais pour lequel il n'a pas seul les moyens financiers, le temps, la capacité, l'économie d'échelle qui est tout à fait importante en forêt, pour travailler et pour investir sur des horizons de temps qui vont de 50 à 150 ans. Et Néo-Silva vient apporter des capitaux, apporter une compétence technique, apporter une économie d'échelle en mutualisant différentes forêts dont chacun des propriétaires reste individuellement propriétaire, de façon à intervenir sur ces parcelles qui sont en déficit grave de gestion et qui ont besoin d'être renouvelées.
Et dès lors, ça nous amène à mettre en place des contrats avec les familles de propriétaires qui durent le temps de la vie des arbres. Donc on est sur des durées de 40 jusqu'à 150 ans. Et il fallait pour cela avoir des investisseurs qui soient capables d'avoir une vision extrêmement long terme. Et il est évident que la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires était tout à fait indiquée en la matière. Oui, parce que vous parlez de durée longue, je le répète, on est sur des durées de 100 à 150 ans. Alors effectivement, quand il s'agit de trouver des investisseurs, il n'y a guère que la Caisse des dépôts pour s'engager sur des temps, comme l'on dit, très long. Alors la question que l'on peut très naturellement se poser, nous n'avons pas précisé que Neosilva est une société située à Nantes. Comment se fait-il qu'une société de Nantes se retrouve, j'ai envie de dire, embarquée dans un projet absolument magnifique, mais un projet qui se trouve quand même très loin de sa destination d'origine? Comment avez-vous pris part à ce projet, monsieur? Alors, je crois que c'est la particularité du modèle de Neosilva qui n'a pas d'équivalent direct, même si on s'appuie sur le savoir-faire important de la filière, mais ce mode de financement sur le si long terme n'existe pas véritablement. Et deuxièmement, je crois que c'est le dynamisme de l'équipe des Hommes et des Arbres qui est allé chercher en dehors du territoire du Grand Est les compétences qui permettaient de combler les trous dans la raquette de cette ambition qui va depuis la graine en forêt jusqu'à la fin de la filière de transformation et de valorisation des arbres. Donc c'est vraiment le dynamisme du territoire et du programme qui est venu nous chercher et nous a proposé, et nous en sommes tout à fait heureux de nous associer à ce programme-là, sachant que nous avions l'ambition de nous développer au niveau national et avec un intérêt effectivement pour cette région qui fait face à des enjeux de renouvellement forestier majeurs. Très bien, et il semble que vous ayez intégré le programme accompagné également par la Banque des territoires. J'aimerais qu'on revienne, on parlait d'investissement dans les sociétés privées, ce que permet aujourd'hui Territoire d'Innovation. J'aimerais qu'on ouvre en quelques secondes cet aspect-là, parce que c'est pour vous effectivement un point important en termes de développement, et c'est aussi une des expressions de ce système qui permet, ce programme qui permet aussi de capitaliser des sociétés comme les vôtres. Tout à fait. En fait, vous avez compris que nous sommes sur un modèle d'investissement qui investit en forêt sans acheter le foncier, sans avoir la fiscalité, sans avoir la chasse. Donc on est vraiment sur un modèle d'investissement extrêmement long terme sur lequel le retour sur investissement se fera à l'horizon de plusieurs décennies, voire on va au-delà du siècle sur des arbres à croissance longue. Il fallait dès lors, pour que ce modèle très intéressant sur le long terme puisse fonctionner, trouver des investisseurs capables de cette vision long terme au service des territoires. Et à la fois la vision dont est capable la Banque des territoires et le cadre même des Hommes et des Arbres, tout à fait emblématique et intéressant au point de vue de laboratoire de ce qui peut se faire au niveau d'un territoire en tracteur autour de l'arbre, eh bien, a été, je crois, un levier qui a permis à Neosilva de conclure fin d'année dernière une augmentation de capital substantielle, notamment avec la Banque des territoires, notre capital, ce dont nous en sommes tout à fait heureux. Et ce qui va nous permettre d'intervenir dans un horizon très proche, dans la région nord-est, aux côtés des acteurs de la filière. Voilà, sur l'amont forestier, conseil essentiel. Une question maintenant à votre attention, Monsieur le Président Erich. Comment justement on crée un effet de levier entre ces initiatives subventionnées et les entreprises capitalisées, puisque c'est bien là l'enjeu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donc un premier portefeuille de 28 actions innovantes. 15 d'entre elles bénéficient d'un cofinancement de la part du programme d'investissement d'avenir sous forme de subvention pour un total de 5,5 millions. Les 10 autres sont en négociation avec la Banque des territoires pour une prise de participation de cette dernière au capital, Neosilva étant d'ailleurs une des premières à obtenir cette prise, ou la première. La première, c'est aussi une des raisons de sa présence avec nous aujourd'hui. Et ces financements d'État constituent pour le projet une impulsion initiale très forte. Ils permettent de faire mûrir les projets, les innovations jusqu'au stade de la levée de fonds, de mobiliser d'autres investisseurs, en tous les cas on l'espère, en valorisant ce premier portefeuille de pépites, de détecter de nouvelles initiatives sur notre territoire et de les accompagner en synergie avec les actions des Hommes et des Arbres déjà labellisées. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que
le nombre de projets n'est pas limité, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres projets qui vont émerger, d'autres entreprises qui pourront être accompagnées, d'autres projets tout court qui pourront émerger tout au long des 10 prochaines années. Développer à la fois le portefeuille d'innovation et les partenariats permettent ces accélérations. Donc on l'entend, ça permet l'accélération. Et en termes justement, si on se met dans un temps très court, si on se place à l'échelle de cette année, et ce sera le mot de conclusion sur cet échange, puisque malheureusement je ne peux pas ralentir le temps, j'aimerais que chacun d'entre vous nous donne un petit peu l'action, les premières actions qu'on va voir émerger là en 2021. Quelles sont les premières priorités d'action? Je commence avec vous, Monsieur le Président Klein. Vous avez 15 secondes pour nous montrer le dynamisme du projet en 2021. Alors, en 15 secondes, d'abord, il faut aujourd'hui, notre objectif prioritaire, c'est de construire des coopérations nouvelles. De façon opérationnelle, nous allons mettre en place un système de labellisation des nouveaux projets, notamment dans l'accompagnement des entreprises avec la mise en service d'un club d'investisseurs. Et puis, l'idée aussi, c'est de faire en sorte que des hommes et des arbres prennent toute sa place dans le paysage lorrain, le paysage institutionnel et le paysage citoyen. Et je crois qu'on a tous les atouts pour y parvenir. J'en suis convaincu. Monsieur le Président Eyrich? Oui, alors pour nous, si vous voulez, moi je vais être très bref puisqu'on dispose de 15 secondes. Vous l'avez compris, ce que nous allons mettre en place pour tous les projets, c'est une procédure de labellisation. Il y a ceux qui ont été labellisés et ceux que nous labelliserons, et elle sera ouverte dans quelques semaines à tous les nouveaux porteurs d'initiatives. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Guénolé-Cornet, sur votre implication concrète en 2021 sur le projet des Hommes et des Arbres? Eh bien, ce sera très concret. On va mettre en place des contrats cadres de partenariat avec des acteurs de la filière régionale et établir nos premiers contrats d'accompagnement financier sur le long terme auprès de propriétaires forestiers. Merci beaucoup. Alors, je propose de prendre tout de même quelques minutes pour répondre aux questions. J'ai vu arriver quelques-unes des questions. Nous allons essayer au moins de répondre à l'une d'entre elles. On savait que le sujet était passionnant, mais ça donne aussi envie d'aller regarder plus précisément votre projet, voire même d'inspirer d'autres projets à venir. Alors, j'ai une question à votre attention, Monsieur le Président Klein. Dans la relance, le projet est en fait un programme, un portefeuille. Comment celui-ci vit, s'enrichit-il, évolue-t-il en fonction des besoins? Donc c'est un programme. On veut comprendre comment on fait évoluer ce programme au fil de l'eau sur les 10 ans. Est-ce qu'il est figé dans le temps ou est-ce qu'il a vocation à évoluer? Il évoluera, il n'est pas figé dans le temps. Le principe de Des Hommes et des Arbres, c'est de faire en sorte aujourd'hui que les projets arrivent à nous. Nous situons bien dans une perspective, je l'ai évoqué tout à l'heure, une perspective pluriannuelle avec un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de création d'emplois, mais tous les projets ne sont pas aujourd'hui connus, ficelés. Donc, je profite aussi de l'espace que vous m'offrez pour vraiment inciter celles et ceux, acteurs économiques, citoyens, universitaires, à venir travailler avec nous. D'ailleurs, le comité de pilotage et le conseil d'administration reflètent l'ensemble de cette dynamique territoriale. Donc, nous sommes ouverts à des projets qui vont évoluer dans le temps et qui vont encore arriver à nous dans les années et les mois qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Je vous quitte avec l'image finale qui est celle du dessin réalisé par Frédéric. Vous y découvrirez cet arbre que j'ai envie d'appeler l'arbre de vie. Et c'est tout ce qu'on souhaite, l'arbre au cœur de la vie, en tout cas de ces territoires, sous ses aspects multiples. Et je vous invite également à aller découvrir Des Hommes et des Arbres sur Internet. Il y a beaucoup de choses à en lire et à en découvrir. C'est un programme territoire d'innovation qui vaut la peine d'être découvert. Je vous remercie infiniment
toutes et tous de votre attention et je vous laisse avec ces quelques images, cette respiration artistique dans laquelle vous découvrirez la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par le programme de mécénat de la Caisse des dépôts. Profitez bien de cette pause. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux ateliers.